Si on savait ce qui se passe, ce ne serait pas de l'aventure. Tour du monde tout seul, ouais, c'est quand même une compétition, c'est une course, mais c'est aussi une aventure. 2 mois et demi, seul sur son bateau. C'est ça le quotidien de Jean Le Cam, tous les 4 ans depuis 2004. Quand il participe au Vendée Globe, le marin n'a le droit à aucune escale ni assistance. C'est le principe même de cette course autour du monde. 80 jours en solitaire, avec comme seul horizon le ciel, la mer, parfois une île. L'île des Malouines, qui était une île dont je me rappellerai tout le temps, parce qu'elle était vraiment, il n'y avait aucun arbre, rien du tout, elle était complètement déserte, très naturelle et assez étonnante. Il y a des habitudes à trouver, un inconfort à apprivoiser sur ce voilier de course. Ces embarcations ont été conçues avant tout pour aller vite. Le confort, la qualité de vie, c'est accessoire, voire handicapant, car il faut que le voilier soit le plus léger possible, pour aller vite, toujours plus vite. C'est sûr que quand on est leader, qu'on est devant, c'est toujours assez oppressant de garder sa position. J'ai envie d'en savoir plus sur le quotidien du roi Jean quand il est seul sur son IMOCA, autrement dit dans son élément. Quelles sont ses petites habitudes pendant 80 jours sur l'eau, car il commence à être rodé, notre marin. À 65 ans, c'est son 6e Vendée Globe, il est le doyen de l'édition 2024. On a une chance énorme, c'est que la voile, on peut pratiquer la voile très longtemps. Donc c'est sûr qu'un coureur de 100 mètres, sa carrière est beaucoup plus éphémère. Mais nous, il y a cette espèce d'alchimie entre physique et expérience. Le roi Jean, une vie de marin. Épisode 7, 80 jours en mer. Là, on est à Port-la-Forêt, on est dans le chantier où on prépare notre bateau. Donc tout commence en Finistère, Armor-Lux. On est au cœur des préparatifs. J'ai rendez-vous avec Jean dans son hangar de Port-la-Forêt, juste en face du ponton J, celui des bateaux de course. Comme souvent, le skipper arrive en vélo électrique. Il n'habite pas loin, 2 km seulement séparent sa maison de son voilier. Je le trouve en train de bichonner son IMOCA noir et jaune. Il veut s'assurer que tout est prêt avant le grand départ et l'a donc sorti de l'eau pour une révision complète. Mais avant, j'ai le droit de monter à bord. C'est là où tu passes la plupart de tes journées ? Oui, ça c'est clair. C'est clair qu'on est forcément, quand le bateau est dans le hangar, on suit le bateau, nous. Puis là, on fait des améliorations sur le bateau, donc forcément, on a un planning à tenir, des objectifs, donc il faut être dessus. On peut aller tranquillement voir l'intérieur. Bon, il y aura peut-être un peu de bruit, mais bon. C'est pas grave ça. Forcément, quand on travaille, il y a du bruit, parce que quand c'est le silence, alors il y a un problème. On peut faire le tour ? Oui, on peut voir. Tu nous le présentes, est-ce qu'il a un petit nom ? On sait qu'avant c'était Hubert. Est-ce que celui-là, tu l'as baptisé pour toi ? Celui-là, c'est Virgile. Donc c'est quand même Finistère, hein, tout commence en Finistère, Armor-Lux. Et donc son nom des affaires maritimes, c'est Virgile. Ça vient d'où ? Virgile, c'était un chien qu'on avait dans la famille et tout le monde aimait bien. Et donc je trouve que c'est un joli nom. Virgile, souvenez-vous, c'est un voilier à une coque. Un monocoque de 60 pieds, soit un peu plus de 18 mètres de long. Imaginez, c'est plus long qu'une baleine à bosse. Virgile est tout neuf. Il a été construit spécialement pour le Vendée Globe 2024. J'accompagne Jean sur le pont, direction la poupe, l'arrière du bateau. Il faut baisser la tête pour rejoindre un espace semi-couvert, habituellement encombré de cordages. Donc là, c'est le cockpit, tout ce qui est électricité, électronique. Donc là, on a la commande de quille, les interrupteurs pour les feux, etc. Les commandes pilotes, les informations pour tout ce qui peut être vent, vitesse bateau, etc. On peut tout avoir ici. Et puis à l'intérieur, on peut aller à l'intérieur. L'intérieur, c'est la cabine de pilotage. On y accède par une porte étanche, utile en cas de gros temps. Au bas des marches, je découvre un immense panneau rempli d'écrans et de boutons. Là, à l'intérieur, il y a l'informatique, l'écran d'ordinateur, l'ordinateur portable. Ensuite, on a le stockage de l'énergie avec les batteries, qui est quand même un facteur assez essentiel, parce qu'il faut savoir que si on n'a plus de courant, on n'a plus d'eau, parce qu'on produit l'eau nous-mêmes avec des désalinisateur. Donc un désalinisateur, ça
Ça comprime fortement l'eau de mer dans un filtre, tout petit, qui laisse pas passer les cristaux de sel. Et donc on en ressort de l'eau douce. Mais pour ça, il faut de l'énergie. Donc l'énergie est un facteur pour nous assez essentiel. Parce que l'eau c'est hyper important, hein. Au bout de 3 jours, la dose vitale par jour, c'est 30 centilitres. Mais bon, au bout de 3 jours, il ne faut pas plus de 3 jours sans boire. Donc, Ça veut dire que tu n'as pas un bidon, tu n'embarques pas une bouteille? On a un bidon plombé obligatoire de 20 litres. Et puis moi j'ai toujours un pack d'eau que je garde au cas où. Donc c'est ici que tu passes le plus clair de ton temps quand tu es à bord? Ah oui, oui. Entre ici et le cockpit, souvent ici d'ailleurs, parce qu'entre les deux, il faut avoir une vue sur tous les instruments et à la fois avoir proche des écoutes, des manœuvres pour pouvoir régler les voiles, etc. quoi. Donc tu restes rarement immobile en fait sur le bateau, tu es tout le temps en train de bouger? Si, on peut rester quand même, quand tu es assis à la table à cartes, par exemple, tu peux rester 3/4 d'heure. Après, voilà, et puis après, quand tu te reposes, quand tu arrives à te reposer, tu essayes de dormir un petit peu quand même, hein. Si tu arrives à dormir 3 heures de suite, c'est bien, quoi. Dormir, d'accord, mais où? Ici, il n'y a pas de chambre ni de salon. Tout est pensé pour la vitesse et l'efficacité des manœuvres. Imaginez une cabine tout en longueur. À l'avant, les différentes voiles qui s'entassent, et à l'arrière, c'est l'espace de vie et de navigation. Ça consiste en un siège installé devant le panneau des écrans, et c'est à peu près tout. Comme Jean est très exigeant sur le poids, il faut que ce soit léger pour aller vite, il n'embarque que le strict minimum. Et visiblement, il n'y a pas de place pour un vrai lit. Il faut dire qu'il ne dort en moyenne que 5 heures par jour pendant le Vendée Globe. On a mis une petite toile là sur le côté, donc un endroit où il n'y a pas trop de bruit, et puis avec un pouf. Et je pense que c'est pas mal. Ouais. C'est pas sur le sol? Non, parce que sur le fond du bateau, t'es trop direct en contact avec la mer. Et comme il y a tout qui bouge un petit peu quand même, c'est pas très agréable. Et puis dormir par terre serait de toute façon compliqué, car le fond de la coque est entrecoupé de traverses. Jean a donc installé cette toile sur l'un des côtés surélevés de la cabine, au plus près de ses instruments de navigation. Est-ce que tu as le mal de mer? Ah, ça arrive, ouais. Ouais, ça arrive. On n'est pas tous pareils là-dessus. Moi, je sais que bon, ça dure 2 jours et puis après, c'est fini. Donc, je le sais. Tu as le mal de terre en revenant? Ah non, ça, jamais. Jean poursuit la visite de son bateau. À ma droite, à l'entrée de la cabine, c'est l'espace repas. Enfin, c'est beaucoup dire. Là encore, il n'y a que le strict nécessaire. Un petit réchaud, alors en ustensile, moi c'est assez sommaire, hein. J'ai une bouilloire. Donc quand tu fais de l'eau chaude, au moins tu en fais pour la journée, tu remplis ta thermos et puis après tu peux te faire ce que tu veux, du café, du thé, de ce que tu veux avec de l'eau chaude. Et après j'ai un petit wok, voilà, dans lequel je fais cuire ma nourriture qui est en sachet apertisé, donc comme une conserve mais souple. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et après, il faut une cuillère, une fourchette, un couteau. Et tu fais 3 repas par jour, etc. Ou au contraire, là, il n'y a plus d'heures, c'est quand t'as faim, tu manges? Non, en moyenne, on a un repas chaud par jour quand il fait chaud et 2 repas chauds quand il fait froid. Donc forcément, on évite de manger du cassoulet à l'équateur. Et pour Noël, par exemple, tu te fais un repas particulier? Voilà, pour Noël, il y a toujours un peu de foie gras, il y a toujours un peu des riz de veau. Il m'avait fait des riz de veau au mori la dernière fois, donc avec des petites pommes de terre. Nous allons tout simplement prendre la poêle. Ensuite, un petit peu d'huile d'olive dans la poêle pour que ça accroche pas trop. J'ouvre mon écrasé de pommes de terre. Donc c'est des produits de très bonne qualité, hein. Ensuite, l'écrasé de pommes de terre, vous venez pareil le mettre dedans. Bon, on mélange pour bien imprégner les pommes de terre de la sauce et que tout ça fasse un plat homogène.
Ça, c'est important aussi de savoir se gâter. Bah oui, puis voilà, il y a des gens qui font chauffer l'eau, qui trempent le sachet dans l'eau, et après qui ouvrent le sachet. Moi, je mets la nourriture direct dans la poêle, et puis en plus, tu as l'odeur. Et puis tu vois, tu peux, comment on va dire, faire réduire plus ou moins, mais ça, il faut voir le produit dans la poêle. Donc, Tu veux quand même cuisiner. bah, c'est un petite dérivation, un petit plaisir, et puis avec l'odeur, tu sens tout de suite l'odeur, c'est vraiment la première alerte qui te donne envie de manger. Donc voilà, alors pour la préparation de votre repas de Noël, nous avons au menu du crabe, du crabe royal. Du crabe royal, donc avec un peu de mayonnaise. Nous avons aussi du caviar de Tonton Fanche. Nous avons ensuite un écrasé de pommes de terre sur votre gauche. Du riz de veau forestière. Et puis pour accompagner le tout, nous aurons un Château Ténac 2012. Est-ce que tu amènes un peu à boire aussi? Par exemple pour Noël, tu bois un petit coup? Ah, du rouge? Non, on amène trois demi-bouteilles de rouge, et en général c'est pour l'équateur, pour donner à Neptune, à l'aller et au retour, et puis une troisième, soit Noël ou premier de l'an, et voilà. Ça, c'est un truc important. Quand on passe l'équateur, tu le fais systématiquement. Ah oui, puis je suis pas prêt d'arrêter, parce que la dernière fois, ça m'a porté chance quand même, parce que je savais pas trop si j'allais arriver, donc là, j'ai pas hésité à filer toute la bouteille à Neptune, et au final, ça a bien marché, donc là-dessus, il n'y aura pas de sacrifice. Le marin est un peu superstitieux. Bah, pas tous, mais moi, je prends pas de risques inutiles. Quand Jean arrive dans les mers du Sud, il fait froid, et humide évidemment. Dans l'épisode 4, le marin me racontait comment il utilisait un tuyau pour récupérer la chaleur du moteur dans son sac de couchage. C'est sa fameuse marsupilami-thérapie. Depuis ce premier Vendée Globe, Jean a optimisé son installation. Un petit faux chauffage Webasto à l'intérieur du bateau, les mêmes qu'il y a dans les camions par exemple, et qui marchent très bien, qui consomment très peu. Donc ça c'est parfait parce que ça assèche l'intérieur du bateau. Ça te donne le moral aussi quand tu as une baisse de morale. La chaleur est toujours un élément, surtout quand il fait froid dans le sud. Et donc ça c'est nickel. Il t'est arrivé d'avoir très froid? Bah, quand il fait humide, que tu es fatigué, ouais, tu peux avoir froid. Ouais. Bah, on essaye d'être le plus sec possible, mais c'est pour ça que je suis toujours moi avec mon seau et l'éponge. Je m'appelle Bob l'éponge. Toujours à éponger l'eau qui traîne. Ah ouais, j'aime pas quand il y a de l'eau quelque part, j'aime pas. Ça c'est sûr, donc là chaque détail compte, chaque petite vis, un trou, une fuite. Quand tu dois faire un trou, c'est une fuite potentielle, donc il faut à chaque fois être très vigilant. Vous l'entendez comme moi, après 5 Vendée Globe, Jean Le Cam est rodé. En vieux loup de mer, il sait exactement de quoi il a besoin pendant ces 80 jours. Ça a toujours été le dilemme entre, on va dire, l'expérience et l'âge. Nous, on a la chance dans notre sport d'avoir un sport où l'expérience est importante. Donc il y a un certain équilibre qui se crée. Ça reste physique? Ça reste quand même physique, mais je dirais qu'il vaut mieux prendre un riz au bon moment que d'être champion aux 100 mètres en courant sur la plage. Et donc à l'avant, ce que tu expliquais, c'est qu'il y a les voiles. Voilà, en général, on met les voiles à l'avant suivant l'allure ou à l'arrière, parce que
Quand on est au portant, on essaye de mettre le poids au portant, c'est-à-dire le vent qui vient de l'arrière du bateau, on essaye de mettre le poids plus à l'arrière. Et à l'inverse, quand on est au près avec le vent de face, et en général la mer de face, on met le poids plus à l'avant. Ça veut dire que pendant le Vendée Globe, tu transportes les voiles d'avant en arrière plusieurs fois, enfin régulièrement. Ah oui, oui. Ouais, ça c'est le côté un peu pénible de l'affaire. Parce que c'est physique. Ça pèse combien une voile? Une voile, ça pèse à peu près 60 kg en moyenne, donc sur ces voiles, c'est à peu près ça la moyenne, 60, 70 souvent. Donc c'est vrai qu'il faut les trimballer. Alors moi je prends des palans pour tirer dessus quand il faut passer à enjamber toutes les cloisons. C'est pas facile, donc je mets un palan. Tu t'entraînes physiquement pour être prêt? Non. Non, là je peux pas tout faire. Hein. C'est sûr qu'il faut surtout pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire qu'il faut pas tirer comme une abrutie sur une voile alors qu'on peut prendre un palan 4 brins et tirer tranquillement. Autant vous dire que vous ne croiserez pas Jean Le Cam à la salle de sport. Il compense par ses talents de bricoleur et par une connaissance parfaite de son outil de travail. Il maîtrise chaque centimètre carré de son bateau. En ce qui concerne la toilette, il ne faut pas être trop regardant à bord d'un IMOCA. Il n'y a pas de salle de bain, là encore c'est système D. Je fais une bouilloire d'eau chaude, je mélange de l'eau douce avec de l'eau froide dans le seau. Et puis après avec une tasse, comme une tasse à café, j'en mets un peu sur les cheveux, puis ça dégouline, et puis voilà. Et puis pour pas consommer trop d'eau, quoi. Ça, tu le fais tous les combien? Oh là là, c'est un secret. Pas trop souvent, c'est sûr. De toute façon, en mer, on se salit pas beaucoup. Hein. En fait, surtout dans les grandes villes qu'on a besoin de se laver. Hein. Bon, je devrais pas dire ça, mais... Du coup, tu prends pas trop de change? J'essaie de faire la lessive. Donc, j'en prends pas trop, mais je prends de la lessive. Comme ça, même si je fais pas beaucoup la lessive, au moins ça me rassure avant le départ. Tu sais que tu vas garder quand même des vêtements propres pour l'arrivée, par exemple? Oui, ça c'est Anne qui a planqué un truc dans un coin. Quoi. Jean parle là d'Anne Le Cam, son épouse, dont vous avez fait la connaissance dans l'épisode 6 de notre série. Même à des milliers de kilomètres de son mari, elle est omniprésente. Jean l'appelle tous les 2 jours. Ça fait partie de ses rituels de bord et il y en a un certain nombre. On a plein de choses à faire dans une journée. Tu es en course et puis il y a les concurrents, il y a la météo, il y a les options, il y a tout vérifier. Est-ce que tu as assez d'eau? Des fois tu checkes aussi combien de bouteilles de gaz il te reste. Voilà, appeler la terre avec les rendez-vous aussi avec les médias et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Est-ce que tu te sens seul à bord? Non, parce qu'on est quand on est en course, il y a tous les concurrents autour, on n'a pas le temps de... Non, on n'est pas seul. Vous vous appelez entre vous? Non, moi je l'appelle quasiment jamais. Mais tu sais qu'ils sont pas loin? Voilà, puis on a les positions de tout le monde souvent dans la journée, donc c'est motivant. Et la peur, tu la ressens de temps en temps ou pas? Non, j'ai pas eu vraiment peur. Hein. J'ai eu peur une fois en multicoque, quand il y a eu 60-65 nœuds dans le golfe de Gascogne et que le bateau était cassé avec Bonduec. Là, ouais. Parce que tu sais pas, quand tu as peur, c'est que tu ne maîtrises pas la seconde qui suit. Et là, pour le coup, ouais, là, t'as peur. Comme si tu es à 200 à l'heure et que tu passes le péage à 200 à l'heure avec un pilote de course et que toi, tu es à côté, quoi. Tu maîtrises rien du tout. Et là, je pense que tu dois avoir peur. Il y a pourtant quelque chose que Jean ne maîtrise pas à bord. Ce sont les visites impromptues. Car le marin n'est pas si seul qu'on pourrait le croire pendant ses tours du monde. Oh y a toujours des cachalots, des baleines, des tortues, des dauphins pleins, des poissons volants, des méduses à voile. Bon, on voit des orques de temps en temps. Et après, c'est les animaux, les oiseaux.
Donc forcément, les goélands, les albatros, des petits passereaux qui viennent se poser de temps à autre sur le bateau et qu'on essaye de sauver, mais malheureusement, en général, c'est un peu voué à l'échec, mais on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire, tu essaies de les garder un petit peu à bord? Tu essaies de leur donner de l'eau, tu essaies de leur donner un peu à manger. Des fois, il reste plusieurs jours. Et puis à un moment, ils s'envolent, ils disparaissent et on sait pas le futur. Je sais plus quel Vendée Globe c'était, c'était quand même un troupeau de cachalots ou baleines et qui était vraiment 5 ou 6 et donc on avait l'impression de voir toute la famille avec des gros et des petits et là tu te dis attention. Là, si maman s'énerve, ça va pas être bon. Toi, tu penses aux dommages qu'ils peuvent faire sur ton bateau? Ah c'est sûr que même sans agressivité, hein, sans faire exprès, un coup de queue de baleine, je pense qu'on fait pas long feu. Ouais, donc t'es pas forcément dans l'émerveillement, t'es plus dans la vigilance. C'est sûr, on est les animaux marins. Pour nous, c'est leur domaine, hein, on est chez eux, donc. À nous d'essayer de pas les déranger et qu'ils nous dérangent pas non plus. Donc on essaye d'être vigilant. Il y a une autre activité qui prend du temps dans le quotidien du roi Jean. Je parle évidemment de ces fameuses vidéos clac clac clac. Vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux. Jean se filme façon journal de bord. C'est une façon pour lui de partager son quotidien avec son public et de donner à voir les coulisses du Vendée Globe. Alors, nous voilà avec notre micro high-tech. Bon alors, un petit mot sur les dictons. Alors on dit, quand la mer est très plate, on dit c'est du gazon. Après on dit aussi, oh dis donc, on glisse comme un paix sur une toile cirée. Faut l'imager évidemment. Hein. Voilà le croisement entre la piscine et Yes We Can. Clac, clac, clac. Les gens ils pensaient que c'était quelque chose de... Quand je disais clac, 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 la caméra tournait, en fait, c'était mes mots techniques. En fait, j'appuyais 3 fois sur le bouton et la caméra tourne. Mais c'était pas du tout un truc vocal ou quoi que ce soit. Je montre un truc et puis voilà, et puis c'est tout. Je dis des choses quand j'ai quelque chose à dire. Quand j'ai rien à dire, je dis rien. Ça t'amuse quand même? Ouais, j'aime bien faire des vidéos, c'est sûr. Puis j'aime bien la technique en plus, faire... À chaque fois, là où on est emmerdé, c'est avec le son. Les gens, ce qu'ils aiment, c'est les belles histoires. Belles ou pas belles d'ailleurs. Et donc, une belle histoire, forcément, avec le son. Donc le son, il est essentiel. Quand tu es tout seul, comment tu fais si tu veux faire un plan, par exemple, de toi qui va à l'avant du bateau, avec du son, avec le vent. Donc tu as un casque. Après, moi je mettais du sopalin sur le micro parce que les petites moumoutes comme ça marchait pas. Après, voilà, il faut un micro HF parce que tu vas pas te trimballer avec un fil, machin. Donc il faut le micro HF. Donc il faut qu'il y ait des piles dans l'émetteur et le récepteur. Il faut que les deux soient allumés. Il faut que... Et puis voilà, et puis tu arrives et il faut que ça marche, quoi. Donc ça te prend du temps en fait de faire ces vidéos. C'est un dossier, ouais. Faut pas abuser des choses, hein. Faut pas communiquer pour communiquer. Des trucs, des banalités que tu essaies de raconter pour faire de la com, des trucs qui emmerdent la terre entière. Je vois pas le côté... faut parler quand on a quelque chose à dire. Quand on n'a rien à dire, vaut mieux se taire. Ça, c'est un peu ta règle de base? Oui, parce que surtout dans le monde où on vit, il y a vraiment beaucoup de gens qui parlent pour ne rien dire. Hein. Ou alors d'autres qui s'écoutent parler. Jean a d'ailleurs une maxime incontournable. C'est presque un slogan qu'il martèle à qui veut l'entendre. À trop en dire fait rire, à bien faire fait taire. Bon, en le disant autrement, voilà, il y a des beaux parleurs. Je l'avais dit au président, ça. Parce que je trouvais ça tellement drôle. Emmanuel Macron. Ouais. Ouais, j'ai certaines maximes comme ça qui sont immuables.
Il y en a une autre, c'est les moments de paisitude. Je trouve que c'est un joli nom parce que ça veut dire ce que ça veut dire et c'est pas dans le dictionnaire. La paisitude, synonyme de sérénité pour Jean Le Cam. Ces mots inventés, ces citations farfelues, il appelle ça des lecameries. Ce sont des adages de vieux sages qu'il transmettent avec plaisir aux générations futures. Je vous raconterai ça dans l'épisode suivant. Je vous dirai à quel point c'est important pour lui de partager son savoir avec les plus jeunes, des enfants cabossés par la vie aux nouveaux skippers qu'il prend sous son aile.